Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons corriger le brevet de métropole Antilles-Guyane de 2025, de juin 2025. Allez, commençons avec notre exercice 1. Donc on est dans un exercice de probabilité où on dispose de deux urnes, une urne A qui contient 6 boules que vous voyez, l'urne B qui contient 9 boules que vous voyez. La première question, on vous dit, on tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Je rappelle que les nombres pairs sont les nombres qui sont dans la table de 2, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. On voit qu'il y a une boule, deux boules, trois boules, quatre boules qui sont paires, quatre boules sur les 6 en tout, donc ça nous en fait 4 sur 6. C'est la probabilité de 4 sur 6. 4 sur 6 en fraction irréductible, c'est 2 tiers. N'oubliez pas de rendre irréductible une fraction. Donc pour un irréductible, on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. 4 et 6, on voit qu'ils sont dans la table de 2 tous les deux. Donc on divise 4 par 2 et 6 par 2, et d'où le 2 tiers que l'on obtient. On n'oublie pas de faire une phrase après, la probabilité d'obtenir un nombre pair est de 2 tiers. On tire une boule maintenant dans l'urne B, il faut justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Alors je rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui a uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même, mais uniquement 2. 1, ce n'est pas un nombre premier parce que 1, il n'a qu'un seul diviseur, 1. Voilà. Alors, quels sont les nombres premiers? 2, il est premier parce qu'il a que deux diviseurs, 1 et 2. 5, il est premier parce qu'il a comme seul diviseur 1 et 5. 6, non, parce qu'il est divisible par 1, par 6, mais aussi par 2, par 3. 8 non plus. 17, c'est bien un nombre premier. 18, non. 21 non plus. 22 non plus. Et 25 non plus. Donc, il y a trois chances d'obtenir un nombre premier. Sur les 9 boules, hein, on nous le dit, pas besoin de le compter, sur 9 boules en tout. 3 neuvièmes, de la même façon que précédemment, on rend irréductible cette fraction. Donc on divise le numérateur et le dénominateur par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. 9 divisé par 3, ça fait 3. D'où le 1 tiers qu'il fallait trouver. Dans quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Multiple de 6, ça veut dire qu'il est dans la table de 6. Alors regardons les nombres qui sont dans la table de 6. Donc 7 n'est pas dans la table de 6, mais dans l'urne A, il y a 12 qui est dans la table de 6. 2 fois 6. Il y a 24, 6 fois 4. Et il y a 30, 6 fois 5. Maintenant, dans l'urne B, ici il y a 6, il y a euh, après, pardon, excusez-moi, il y a 18, donc 6 fois 3, 18, et après, donc il y a 21 qui n'est pas dans la table de 6, 22 non plus, et 25 non plus. Donc là maintenant, réfléchissons. Il y a trois boules dans l'urne A, il y a deux boules dans l'urne B. On vous dit quelle urne contient le plus grand nombre de boules, pas quelle est la probabilité la plus grande. D'accord? Donc ici, là où il y a le plus grand nombre de boules, si bien sûr, c'est l'urne A, il y en a 3, alors que dans l'urne B, il y en a 2. Voilà. Donc ici, c'est la A. Dans le 4, on tire une boule au hasard dans l'une des urnes, donc au hasard dans l'une. Il faut démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quelle que soit l'urne choisie. Mais là, du coup, on veut un nombre supérieur ou égal à 20. Donc il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 24 et 30. Supérieur ou égal, ça veut dire 20 ou plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a que deux boules dans l'urne A. Dans l'urne B, il y en a 3. Donc il y a plus de boules dans l'urne B que dans l'urne A. Moi, je vous demande pas combien est-ce qu'il y en a, où c'est qu'il y en a le plus. On vous demande de trouver la probabilité et de dire que la probabilité est la même. Mais dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20? Mais il y a deux boules qui sont au-dessus de 20 sur les 6, et 2 sur 6 en fraction irréductible, ça fait un tiers. Dans l'urne B, il y en a trois boules qui ont un nombre supérieur ou égal à 20 sur les 9. 3 sur 9 en fraction irréductible, ça fait bien un tiers.
Donc on a bien la même probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20, que ce soit dans l'urne A, que ce soit dans l'urne B. Question petit 5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Ça veut dire que ici, je vais avoir une boule numérotée 50 en plus et là aussi une boule numérotée 50. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie? Mais là, cette fois-ci, dans l'urne A, il y en a 3 qui sont supérieurs à 20. Donc la probabilité, elle est de 3 sur 7. Maintenant, il y en a plus 6, il y en a 7, vu qu'on a rajouté le 50. Et dans l'autre urne, donc du coup, on a 21, 22, 25 et 50. Donc il y a 4 boules sur les 9. Est-ce que 3 septièmes et 4 neuvièmes, c'est exactement la même chose? Alors, deux façons. Soit, donc on veut dire, est-ce que c'est égal ou pas? Donc, soit on utilise, on met les deux fractions au même dénominateur et on regarde si les numérateurs sont les mêmes. Soit on utilise le produit en croix. Produit en croix initial, c'est je multiplie chaque diagonale et ça doit nous faire obligatoirement le même résultat pour qu'on ait des fractions égales. Donc là, pardon, pas 4 sur 9, mais 4 sur 10. J'ai failli me tromper, vu qu'il y a plus de 9 boules, il y en a 10, vu que j'ai rajouté le 5. Donc là, si j'effectue, donc 3 fois 10, ça nous fait 30, et 4 fois 7, ça nous fait 28. Je rappelle, on multiplie la diagonale, on multiplie l'autre diagonale. On n'a pas du tout le même résultat, donc ça veut dire que les deux fractions ne sont pas égales, donc ça veut dire qu'on n'a pas la même probabilité. Voilà. Uniquement ça, c'est déjà pas mal. Pour maintenant notre exercice numéro 2. Alors l'exercice 2, on vous dit, cette année, les professeurs de PS proposent aux élèves un aquathlon, donc course à pied et natation. Le parcours de la course, elle est réalisée donc selon le dessin que l'on a là. Donc on fait A, C, D, E, B en termes de trajet. Donc on va du point A jusqu'au point B en prenant ce trajet. On vous dit que les points A, C et B sont alignés, les points A, D, E sont alignés, on voit deux triangles emboîtés, donc on sent un peu du Thalès arriver. On sait que le triangle ADC est rectangle, donc là aussi, potentiellement, il pourrait y avoir un théorème de Pythagore. Et après, vous avez les quatre longueurs. Alors, toujours vérifier si les quatre longueurs sont marquées dans l'énoncé, dans la figure. Si elles ne le sont pas, je vous conseille vivement, quand vous êtes au jour J du brevet, de vous marquer les longueurs sur la figure. Bon, maintenant, il faut justifier que AD, ça nous fait 200 mètres. Alors, on vous demande de trouver une longueur. Allez. Premièrement, c'est une longueur dans un triangle rectangle. Donc, on pense à Pythagore. On voit qu'on a des triangles emboîtés. Donc, on pense à Thalès. Mais avant de penser à Pythagore et Thalès, il faut regarder si on n'aurait pas une addition ou une soustraction à faire, potentiellement, au lieu de sortir l'artillerie lourde. Ça, c'est très important pour pas perdre de temps. Et en plus de ça, il y a marqué justifié. Il n'y a pas marqué démontré, il n'y a pas marqué calculé. Donc ça veut dire que normalement, ça devrait être fait assez rapidement. Et oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que AE, ça mesure 250 mètres. Tout ça, ça mesure 250 mètres. Et on sait que la partie DE, qui est ici, elle a mesure 50. Donc forcément, AD, c'est le complément entre de 50 pour arriver à 250. Donc là, il y a juste une soustraction à faire. 250 moins 50 est égal à 200. Et ça y est, j'ai pas perdu trop de temps. Et je passe à la question 2. Voilà. Ne prenez pas trop de temps pour des choses qui sont assez basiques. Maintenant, toujours penser, j'y pense en tout cas, de mettre les données que l'on a trouvées directement sur l'énoncé. Ça peut nous débloquer une situation. On vous demande maintenant de trouver la longueur CD. Donc cette longueur-là. Donc là, de façon, Pythagore et Thalès. Alors il vaut mieux sortir Pythagore que Thalès si on a les deux possibilités, parce que Pythagore, la rédaction est plus rapide que pour le théorème de Thalès. Maintenant, après, si vous avez plus d'affinité sur le théorème de Thalès que le théorème de Pythagore, ben foncez sur le théorème de Thalès, bien sûr, qui les deux sont faisables, hein, bien sûr.
Alors déjà, le théorème de Pythagore, est-ce que c'est faisable? Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut un triangle rectangle. On en a un, c'est le triangle ADC. Et il faut qu'on connaisse deux longueurs sur les trois. C'est le cas, on connaît AC, on connaît AD. Donc Pythagore, ça fonctionne. Est-ce que Thalès fonctionne? Non. Parce que dans le quotient CD sur EB qu'on ferait, on ne connaît ni CD ni EB. Et vu qu'on cherche CD, il aurait fallu EB dans ce quotient pour faire notre produit en croix. Donc en fait, le théorème de Thalès ne fonctionnait pas. Donc il ne pouvait y avoir que le théorème de Pythagore. Alors, pour appliquer le théorème de Pythagore, je rappelle qu'il faut mettre une rédaction. Donc, d'abord l'hypothèse, pourquoi vous employez le théorème de Pythagore? Parce que on est dans un train rectangle, donc il faut bien mettre qu'on a ADC qui est rectangle en A, ou est un triangle rectangle en A. Donc, c'est pareil. Puis après, on met d'après le théorème de Pythagore et on marque l'égalité de Pythagore. Je rappelle que pour l'égalité de Pythagore, celui qui est tout seul, c'est-à-dire les côtés qui ne sont pas additionnés, enfin, voilà, le seul côté c'est l'hypoténuse, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Donc on le met au carré et on additionne les deux plus petits côtés, c'est-à-dire les côtés qui touchent l'angle droit. AD au carré plus AC au carré. Je remplace chacune des longueurs par les valeurs. CD, je ne le connais pas, c'est normal, je le cherche. AD, ça nous fait 200, on l'a trouvé tout à l'heure. AC, ça nous fait 480. Et maintenant, il nous manque plus qu'à utiliser la calculatrice pour faire les 200 au carré et faire les 480 au carré. Alors, 200 au carré, ça nous fait 40 000. Et 480 au carré, ça nous fait 230 400. On additionne ces deux, donc 40 000 plus 230 400. Ça, c'est pas très dur. Ça nous fait 270 400. Et après, pour trouver CD, on fait la racine carrée de 270 400. Donc, je le fais à la calculatrice. Par contre, là, ça, c'est plus dur de le faire de tête. Et on tombe sur 520. On vérifie une fois qu'on a trouvé la longueur de 520. Donc, déjà, on met bien l'unité. Tout est en mètres, donc c'est en mètres. Mais on vérifie bien si c'est logique. CD, c'est l'hypoténuse. Donc, il faut trouver plus grand que 200 et plus grand que 480. 520 est plus grand que 480 et donc forcément plus grand que 200. Donc, ça paraît logique. Voilà. Ouais, donc, toujours y penser à ça, de faire cette petite vérification. Question 3. Pour que le parcours... Alors, pardon, moi, je vous ai dit de compléter, donc je complète. Moi aussi, 520 mètres ici, ça va nous aider peut-être. Pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles et que la mesure de l'angle ACD soit supérieure à 20. On vous demande, est-ce que les droites CD et BE sont parallèles? Alors, pour montrer qu'on a un parallélisme, vous avez deux façons. Soit on utilise les propriétés de sixième, c'est-à-dire que si on a deux droites et qu'ils sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Or, CD et BE, est-ce qu'elles sont perpendiculaires à une même droite? Non, donc je ne peux pas en déduire qu'elles sont parallèles. Soit la réciproque du théorème de Thalès. Alors, du coup, j'ai pas grande possibilité, grand choix, donc c'est bien la réciproque du théorème de Thalès. Pour ça, on va commencer par calculer deux quotients de Thalès et vérifier si on a l'égalité de ces quotients. Alors là, dans les quotients, je rappelle qu'on commence par le point commun des deux triangles. Donc, on voit qu'on a deux triangles emboîtés ADC et AEB. Donc, le point commun, c'est A, et je fais un petit côté sur un grand côté. Alors, les quotients, donc on a AD sur AE, AC sur AB et DC sur EB. Donc, il faut que je prenne deux quotients où je connais tout, parce que sinon je peux pas les calculer, je peux pas vérifier si c'est égal. Alors, est-ce que si je fais AD et AE, je connais tout? Oui, AD je le connais et AE aussi. Si je fais AC sur AB, est-ce que je connais tout? Oui, AC je le connais. Et AB, oui je le connais parce que AB c'est 480 plus 120, c'est la totalité. Donc, c'est bon, je vais partir sur ces deux quotients. Je pouvais pas partir sur DC sur CB, EB, hein. Tout simplement parce que DC je le connais pas et EB je le connais. Bon, alors AD sur AE, donc AD ça fait 200, AE ça fait 250. On n'oublie pas de faire la division 200 divisé par 250. Si on tombe
sur un nombre décimal, on le met, sinon on laisse une fraction, et la fraction irréductible pour pouvoir les comparer. Bon, là, 200 divisé par 250, ça fait 0,8. Et si je fais AC sur AB, AC ça fait 480, et AB ça fait 480 plus 120, ce qui nous fait 600. 480 divisé par 600, ça nous fait pareil 0,8. On a une égalité des quotients, donc oui, ça veut dire que les droites sont parallèles. Alors, n'oubliez pas la rédaction. Donc déjà, on constate, on sait qu'on a l'égalité des quotients. AD sur AE est égal à AC sur AB. Et on a les points qui sont alignés dans le même ordre parce que si on n'a pas les points alignés dans le même ordre, ça ne peut pas fonctionner. On peut très bien avoir une égalité sans avoir le parallélisme si on n'a pas les points alignés dans le même ordre. Donc A, C et B sont alignés dans le même ordre. Donc dans le même ordre que A, D et E. Et après, on marque d'après la réciproque du théorème de Thalès. J'écris très mal, tout simplement pour aller très vite aussi, hein, du théorème de Thalès. Donc du coup, on a DC ou CD parallèle à B. Donc ça y est, on a le parallélisme. Donc ça, c'est déjà important. Maintenant, on vous demande, est-ce que la mesure de l'angle ACD, elle est bien supérieure à 20 degrés? Alors, pour calculer une mesure d'angle, vous avez en gros deux possibilités principales. Il y en aurait plusieurs, notamment avec les angles alternes internes opposés par le sommet ou correspondant, mais qui est de plus en plus rare dans les brevets. Mais les deux principales au brevet, c'est la somme des angles qui fait 180 et la trigonométrie. Alors déjà, la somme des angles qui fait 180 degrés, pour trouver un angle, il faudrait qu'on soit dans un triangle où on connaît les deux autres angles. Or là, dans ADC, je connais l'angle A, mais je connais pas l'angle ADC, donc je peux pas trouver ACD. Donc là, ça marche pas. C'est bien la trigo. Alors la trigonométrie, pour trouver un angle, il faut que je prenne deux longueurs dans un triangle rectangle et deux longueurs que je connais. On a de la chance parce qu'on connaît tout dans ce triangle ADC. On connaît les trois longueurs. Donc là, on peut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Bon, moi je vais utiliser le cosinus. Pour utiliser le cosinus ou sinus tangente, il faut qu'on soit dans un triangle rectangle. Donc il faut bien le rappeler que oui, on sait que ADC est un triangle rectangle à A. Alors ça on s'est dit dans l'énoncé. Et rectangle à A. Et après, j'enchaîne, donc, j'ai dit sur mon cosinus, si vous faisiez le sinus tangente, ça marchait de la même façon. Attention à votre formule, ne pas vous tromper. Donc, le cosinus de l'angle que je cherche, donc ACD, et le cosinus, c'est quoi? C'est adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent dans un triangle rectangle, c'est celui qui touche l'angle que je cherche et l'angle droit. Donc, l'angle que je cherche, c'est celui-là, l'angle droit, c'est celui-là. Donc, c'est bien AC le côté adjacent. Et l'hypoténuse, c'est celui qui est à l'opposé de l'angle droit, c'est-à-dire DC. Donc là, maintenant, je remplace. Donc l'angle ACD, je connais pas. AC, je sais que ça fait 480. Et DC, je sais que ça nous fait 520. Une fois que j'ai ça, je fais ma division. Non, plutôt directement. Pour trouver ACD, je fais arc cosinus de 480 sur 520. Donc, c'est-à-dire, je fais l'inverse du cosinus. Donc, selon votre calculatrice, je vous laisse le faire. Donc, normalement, c'est au-dessus du cosinus qu'on peut atteindre le arc cosinus. Des fois, sur certaines calculatrices, il y a cos moins 1. En tout cas, pour la troisième, c'est la même chose. Donc, en cos de 420 divisé par 520, je le fais et on tombe sur environ 22,6 degrés. Donc, est-ce que c'est supérieur à 20? Oui. Maintenant, on vous demande dans la question C, est-ce que le parcours, il est validé? Alors, on revient sur l'énoncé. On vous dit, on voudrait savoir pourquoi il serait pas validé, hein. Donc, on vous dit le parcours est représenté, les points ici, pardon, c'est ici dans le petit 3, dans l'énoncé. Pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles. On a prouvé que oui, et que l'angle ACD soit supérieur à 20. On a prouvé que c'était 22,6. Donc, oui, le parcours est validé. Voilà.
Dans la partie B, toujours dans le même exercice, mais là on touche un peu plus les questions de vitesse euh, et de et de statistiques, pardon. Concernant l'épreuve de natation, il s'agit de nager une distance de 200 mètres. Voici les temps de 9 élèves, 5 minutes 30, 5 minutes 45, 5 minutes 49, 5 minutes 50, ainsi de suite. Alors, on a de la chance parce que tous les temps sont dans l'ordre. Donc, il n'y a pas à remettre dans l'ordre. On ne sait jamais si on vous demande une médiane. Quand on vous demande une médiane, il faut remettre dans l'ordre la liste et prendre l'élément qui est pile au milieu. Et bien sûr, question 4, quel est le temps médian de cette série? Temps médian, donc il y a marqué médian, donc la médiane. Donc il y a combien d'éléments? Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temps. Donc, on va prendre l'élément qui est pile au milieu, qui partage la série en deux parts égales. Donc, 9. Donc, on peut faire deux groupes de 4. Et c'est le cinquième élément qui sera la médiane. Attention, ce que je fais, on le fait toujours si la liste est dans l'ordre. Là, elle l'est. Mais si elle ne l'était pas, il fallait d'abord refaire la liste dans l'ordre avant de faire le nécessaire. Donc là, je prends un, 2, 3, 4 premiers, un, 2, 3, 4 derniers, et donc on est bien à 6 minutes, qui est l'élément pile au milieu. Donc le temps médian, il est de 6 minutes. Quelle est l'interprétation de ce temps médian? Ça veut dire que sur les 9 élèves, il y en a la moitié qui ont nagé moins de 6 minutes, et l'autre moitié qui ont nagé plus de 6 minutes. On vous dit un poisson rouge nage à la vitesse de 5 km par heure. Euh, Est-ce qu'il nage plus vite que l'élève le plus rapide? Alors là, pour ça, il faut trouver la vitesse de cet élève qui va le plus rapide. Donc la vitesse, je rappelle, c'est la distance divisée par la durée, donc delta t. Donc la distance, elle est de combien? La distance, elle est de 200 mètres. Et la durée, c'est la durée de celui qui est le plus rapide. Donc celui qui est le plus rapide, c'est celui qui a fait 5 minutes et 30 secondes. Forcément. C'est pas celui qui a fait 6 minutes quart. Bon, là, le problème, c'est que je peux pas faire ma division parce que je veux une vitesse en kilomètres par heure, vu qu'il faut que je compare avec le poisson rouge qui a une vitesse de 5 kilomètres par heure. Bon, 200 mètres, il faut que je le convertisse en kilomètres pour avoir des kilomètres par heure. Donc 200 mètres, ça fait 0,2 km. On divise par 1000 hein, pour passer des mètres kilomètres. Et 5 minutes 30, ça fait combien en, euh, en heure? Alors déjà, 5 minutes 30, ça fait 5,5 minutes. Quoi? 30 secondes, c'est une demi-minute, pardon, et un demi, c'est 0,5. Déjà, c'est pas mal. Maintenant, ici, pour avoir des heures, on fait 5,5 qu'on va diviser par 60. Pour passer des minutes aux heures, on divise par 60. Et ce résultat-là, ça va nous permettre de trouver des heures. Une fois que j'ai mes kilomètres, une fois que j'ai mes heures, quand je vais diviser la totalité, je vais bien avoir des kilomètres par heure. Donc là, on prend la calculatrice, on saisit la totalité, donc c'est-à-dire on peut mettre la barre de fraction, mettre 0,2 sur 5,5 divisé par 60, j'appuie sur Entrée et je vois que on est à environ 2,18 km par heure. Donc, est-ce qu'on va plus vite que le poisson rouge? Pas du tout. C'est pratiquement, c'est même plus que la moitié. Donc, en fait, il y a un peu moins, on fait un peu moins de la moitié en termes de vitesse que le poisson rouge. Voilà, donc pensez bien quand on vous parle de vitesse, on utilise vraiment cette formule D sur delta T, distance et la durée, on vérifie qu'on est bien dans la bonne unité avant de faire la division. Donc distance en kilomètres, donc 200 mètres 0,2 km et 5 minutes 30 de le mettre en heure. Voilà. On passe à l'exercice 3, l'exercice 3 qui était un QCM. Il y a une seule réponse chaque fois. Et il fallait recopier sur la copie le numéro et la question. Attention, souvent on le voit dans les corrections, que certains ne l'ont pas fait l'exercice numéro 3. Mais tout simplement parce que si, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait sur l'énoncé. Sauf que l'énoncé, on ne le rend pas avec la copie. Donc pensez bien à lire l'énoncé. Quand on vous dit recopie sur la copie le numéro, on recopie sur la copie le numéro et on n'entoure pas la bonne réponse. Hein.
Bon, on vous dit le prix de 3 melons est de 8,40, donc 3 melons coûtent 8,40 €. Combien coûte 5 melons? Ben là, on est sur du produit en croix. Donc, on fait 5 multiplié par 8,40 et on divise le tout par 3. Et ça y est, on a le résultat. Donc, pas plus que ça c'est de la proportionnalité que vous avez vu et on tombe sur la réponse. C'est 14 euros. C'est assez rapide. Question 2, quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? Et là, vous voyez que je me cache un peu la réponse pour pas que ça induise. Donc là, déjà, on voit que ça tourne. Donc si ça tourne comme ça risque pas d'être une translation. Donc il nous reste symétrie axiale, symétrie centrale, rotation, homothétie. Homothétie, il faut que ça agrandisse ou que ça réduise. Ça n'agrandit pas la figure, ça réduit pas. Donc il nous reste symétrie axiale, symétrie centrale et rotation. Une rotation, il faut que ça tourne autour d'un point, mais si ça tourne, il faut que ça reste dans le même sens. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas ici. Tout simplement parce que si je tourne par exemple autour de ce point, il faut que le bec qui est ici soit toujours dans la même orientation. C'est-à-dire si ici le bec il va vers la droite, eh bien, il va être vers la droite, vers la droite, vers la droite complètement à chaque fois. Or là, il est dans l'autre sens. Donc déjà rotation, c'est mort. Donc il nous reste symétrie centrale et symétrie axiale. Oui, c'était bien une symétrie axiale. L'axe de symétrie, c'était bien. Hop là, pardon, hein, je l'ai fait trop rapidement. J'enlève ça, sinon je vais mal le faire. Donc ici, ça correspondait à cet axe-là. On peut le voir, ce point, quand je vais faire le symétrique, ça va tomber on va tomber sur celui-là. Ce point de la même façon et ainsi de suite. Donc on était bien sur une symétrie axiale. L'erreur, c'était la symétrie centrale. Hors symétrie centrale, il faut bien penser que c'est un retournement, c'est-à-dire une rotation de 180 degrés. Là, clairement, c'était pas une rotation de 180 degrés. Question 3, un article coûte 350 €, son prix augmente de 20%, quel est son nouveau prix? Trois façons de le faire, deux façons, pardon, de le faire. Soit on se dit, si on augmente, ben, on multiplie par 120%, c'est-à-dire on multiplie par 1,2 et on trouve le résultat. Donc ça, c'est la méthode un peu plus experte niveau troisième que vous avez vu, notamment sans doute sur les fonctions linéaires, et on tombe sur la réponse A. Soit une méthode un peu plus de cinquième et quatrième, c'est-à-dire 350, on applique les 20%. Donc, c'est-à-dire, on fait 350 multiplié par 20 sur 100. Donc, on fait ça sur la calculatrice. 20%, je rappelle que c'est 0,2. Donc, on peut aussi multiplier par 0,2 et on tombe sur 70. Ça, c'est la valeur d'augmentation. Et donc, on fait 350 plus la valeur d'augmentation et ça nous fait les 420 euros. Voilà. Donc, deux façons de le faire. Les deux étaient bien sûr tolérés. La question 4, on vous demande quelle est l'aire du triangle rectangle ABC. Je rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et dans un triangle rectangle, c'est encore plus simple. Dans un triangle rectangle, ben, du coup, il faut bien comprendre que l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Et quand vous faites l'aire d'un rectangle, vous savez qu'on fait longueur fois largeur. Donc ici, si je reprends avec grand L et petit l, on ferait grand L fois petit l divisé par 2 pour le trait rectangle, vu que c'est la moitié. Alors, je vais pas parler de longueur et de largeur dans un trait rectangle, ça s'y prête plus dans un rectangle. Mais le grand L, c'est quoi? Ben, c'est un côté qui touche l'angle droit et le petit L, c'est l'autre côté qui touche l'angle droit. Donc en fait, on ne prend jamais l'hypoténuse. Et on multiplie donc ces deux côtés et on divise par deux. Donc je fais pareil. Donc je prends les deux côtés qui touchent l'angle droit mais pas l'hypoténuse, donc 6 et 4 et demi. Donc 6 fois 4 et demi et on divise par 2 et ça y est, j'ai l'aire du triangle rectangle. Donc 6 fois 4 et demi divisé par 2 et on tombe sur 13 et demi. 13 et demi centimètres carrés. Donc c'était bien la réponse. La question 5, quelle est la forme développée réduite de l'expression 2x plus 3 fois x moins 4? Je rappelle que là, on est sur une double distributivité. Donc, on fait 2x fois x, ça fait donc 2x au carré,
2x fois moins 4, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, avec le x, moins 8x. Là, après, on a plus 3 fois x, ça fait plus 3x. Et plus 3 fois moins 4, un positif multiplié par un négatif, ça fait un négatif, et 3 fois 4, ça fait 12. Maintenant, on réduit. Alors, les termes en x carré, il n'y en a qu'un seul, donc 2x au carré. Donc déjà, la réponse D, on peut éliminer. Après, les termes en x, on a moins 8x plus 3x, ça nous en fait moins 5x. Et après, il nous reste moins 12. Donc, ça fait 2x au carré moins 5x moins 12, c'est-à-dire la réponse A. Et la question 6, quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire? Donc je rappelle que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Donc là, la base, c'est un rectangle, donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La hauteur, donc du coup, elle est de 12 d'après ce que je vois, et on divise par 3. Donc, je le fais. La longueur, elle est de 7, la largeur, elle est de 4, la hauteur, elle est de 12, et on divise le tout par 3. Donc, j'effectue ça sur la calculatrice, 7 fois 4 fois 12, et on divise par 3, et on tombe sur 112. 112, toutes les longueurs sont en centimètres, donc 112 centimètres cubes, donc c'est bien la réponse B. Voilà. On arrive à notre exercice numéro 4. Alors l'exercice 4, on vous dit, au club Mathémagie, on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques. Dans la partie A, on a le programme de Zoé. Vous le voyez, on choisit un nombre, on soustrait 4, on multiplie par 2 et on ajoute 8. On vérifie que si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Alors, deux façons de rédiger. On peut le rédiger de cette façon. On a 10 comme nombre de départ. Après, on soustrait 4, il y a marqué. Donc, au-dessus de la flèche, je mets moins 4. 10 moins 4, ça fait 6. Après, on multiplie le tout par 2. Donc, 16 fois 2, ça fait 12. Et après, on ajoute 8. 12 plus 8, ça fait 20. Donc, on obtient 20. Vous avez aussi deux autres possibilités. J'avais dit peut-être deux possibilités, mais il y en a trois. C'est de faire, du coup, une séquence de calcul. C'est on prend le nombre du départ 10, on enlève 4, on multiplie le tout par 2, donc c'est tout le 10 moins 4 qu'on multiplie par 2, et après on ajoute 8, la totalité. Alors là, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses autour de 10 moins 4 fois 2 parce que clairement la multiplication est prioritaire de toute façon, donc ça sert à rien de rajouter de la priorité. Et on fait par priorité opératoire. Donc 10 moins 4, ça fait 6. 6 fois 2 plus 8, la multiplication est prioritaire. 6 fois 2, 12. 12 plus 8. Et 12 plus 8, 20. Donc on retombe sur ça. Soit, méthode, on va dire, un peu plus de primaire, sixième, de faire étape par étape. J'ai 10, j'enlève 4, ça fait 6. À la suite, et surtout pas à la ligne, 6, je multiplie par 2, ça fait 12. Et 12, j'ajoute 8, ça nous fait 20. Et voilà, j'ai le résultat. Quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit moins 7 comme nombre de départ? Ben là, du coup, je suis à la question petit e ici. Donc j'ai moins 7, j'enlève moins 4, donc ça nous fait moins 11. Je multiplie par 2, ça fait moins 22. Et on ajoute 8, ce qui nous fait donc 8 moins 14. Voilà. Et là, c'est tout, hein. Le nombre de départ, si le nombre de départ est moins 7, pardon, le résultat, c'est moins 14. Voilà. Je vérifie quand même mon calcul, on ne sait jamais si je me trompe. Moins 7, moins 4, moins 11 fois 2, moins 22. Moins 22, je rajoute 8, on est bien à moins 14, c'est bien ça. Zoé prétend que son programme est magique car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. Alors, le double de 10, ouais, c'était bien 20, c'est vrai. Le double de moins 7, c'est bien moins 14. Et hors de question de me dire, mais ça marche pour le 1 et pour le 2, donc ça marche pour tous. Non, ça peut marcher pour le troisième que vous allez choisir. Puis même si ça marchait pour le troisième, vous pouvez en tester 1000. Si le 1001e ne marche pas, ben ça marche pas. Donc en fait, il faut pas tester. Là, il faut passer par l'écriture littérale, c'est-à-dire on prend un nombre au hasard et on va prouver que ce nombre au hasard, ben, ça va fonctionner tout le temps. Ce nombre au hasard, je peux pas en choisir un au hasard, mais il va symboliser n'importe quel nombre au hasard, c'est une lettre X. X,
c'est le nombre du départ. J'enlève 4, donc x moins 4. Je multiplie le tout par 2. Et après, on ajoute 8. Et ça, on va développer et réduire pour voir ce que ça fait. X moins 4 fois 2, c'est une simple distributivité. Donc on fait 2 fois x et 2 fois moins 4. 2 fois x, 2x, 2 fois moins 4, moins 8. Le plus 8 qu'on n'a pas utilisé, je le remarque. Moins 8 plus 8, ça fait 0, donc ça nous fait 2x. Donc ça veut dire que si je choisis x comme nombre de départ, à la fin, j'obtiens 2x. Et 2x, c'est bien le double de x. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le nombre qu'on met au départ, à la fin, j'obtiens bien le double et la raison. Partie B, le programme de Fred. Alors Fred, il a fait un programme, mais plus en lien avec Scratch. On vous demande de démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat obtenu avec le programme de Fred est 20x plus 5. Faisons-le. Demander choisir un nombre et attendre, donc j'ai choisi de mettre x comme élément. On va mettre à résultat la réponse multipliée par 4. Donc x, c'est bien multiplié d'ailleurs. Oui, c'est bien multiplié. Donc x, on multiplie par 4. Oh, x multiplié par 4, ça fait 4x. Après, on va mettre résultat au résultat précédent, donc 4x plus 10. Donc 4x plus 10. Alors 4x plus 10, ça fait 4x plus 10. Je ne peux pas additionner les termes en x avec des termes numériques. Et après, je vais mettre au résultat le résultat précédent fois 5. Donc c'est-à-dire le résultat précédent, c'est-à-dire 4x plus 10, et je vais multiplier le tout par 5. Ok, donc 4x plus 10 fois 5. Là, on voit on a une simple distributivité, donc je développe. Donc 5 fois 4x, ça fait 20x. 5 fois 10, ça nous fait 50. Donc ça nous fait 20x plus 50, exactement ce qu'on nous demandait de trouver. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le nombre de Fred? Ben, du coup, on sait que si x c'est l'élément du départ, le résultat c'est 20x plus 50. Mais il faut que ce nombre de fin, c'est-à-dire 20x plus 50, je veux que ce nombre de fin, il soit égal à 75. Donc il faut que j'arrive à trouver pour quelle valeur de x, vx plus 50 est égal à 75. On est sur une résolution d'équation. Donc Vx plus 50 est égal à 75. Je rappelle qu'on enlève d'abord le terme numérique dans le membre de gauche. Le terme numérique, c'est plus 50. Donc pour enlever plus 50, on fait moins 50 des deux côtés. Donc ça nous fait 20x est égal à 75 moins 50, c'est-à-dire 25. Et après, on divise par le coefficient devant le x. On divise donc par 20. Donc ça nous fait x est égal à 25 vingtièmes qui nous fait 1,25. Donc si je prends x qui nous fait 1,25, normalement je devrais trouver 75. Je peux le vérifier. Si je prends 1,25 au départ, je prends la réponse, je le multiplie par 4. Donc 25 multiplié par 4, on tombe sur 5. 5, on ajoute 10. Ça nous fait 15. 15, on multiplie par 5, ça nous fait bien 75. Donc on ne s'est pas trompé. Donc le nombre qu'il faut choisir au départ, c'est bien 1,25. Petit 6, constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Il faut recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme. Mais là, du coup, à la fin, à la dernière ligne, qui est celle-là donc, on obtient 20x plus 50. Si on veut que ça soit que le résultat soit 20 fois plus grand que le nombre du départ, c'est-à-dire le nombre du départ c'était x, ça veut dire qu'à la fin, il faut que j'obtienne 20x, vu que 20x c'est 20 fois plus grand que x. Donc ça veut dire que pour passer de 20x plus 50 à 20x, il faut que j'enlève mon 50. Et donc pour enlever 50, il faut bien que je fasse moins 50. J'enlève 50 en quoi? Ben, j'enlève 50 au résultat précédent. Donc ici, c'est résultat qu'il faut mettre. Donc le résultat précédent, moins 50, ça va faire 20x plus 50 moins 50, ça veut dire 20x. Et on aura le résultat. Voilà.
On passe maintenant à notre exercice 5, qui est notre dernier, il me semble. Ouais, notre dernier exercice. Un peu long, mais je vais mettre des chapitres pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, on a un garage qui propose deux options aux clients. L'option A, l'option achat, pardon, c'est prix d'achat de la voiture, elle est de 22 400 euros avec assurance obligatoire de 75 euros par mois. Ou l'option location, c'est 425 euros par mois, assurance comprise. Donc l'objectif, c'est de comparer ces deux options. Alors on vous dit de montrer qu'avec l'option d'achat, la dépense à la fin de la première, l'option achat, oui, la dépense à la fin de la première année est de 23 300 euros. Bon, mais du coup, avec l'option achat, on va payer les 22 400 euros plus 75 euros par mois. On vous demande à la fin de la première année. Donc, ça veut dire que il y a 12 mois dans une année. Donc, on va payer 75 euros par mois 12 fois sur toute l'année du coup. Donc, 75 fois 12. Et là, normalement, je dois trouver le prix total au bout de la première année. Donc 22 400, je rajoute 75 fois 12 et on obtient 23 300, exactement ce qu'on devait trouver. Et c'est fini. La réponse, c'est pris. Petit 2. Après 36 mois, il faut calculer l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Alors, déjà, avec l'option achat, ben, du coup, il va payer les 22 400 euros et il va payer 75 euros par mois, mais vu que c'est 36 mois, c'est 75 fois 36. Donc là, on effectue le calcul, donc 22 400 plus 75 fois 36, et on obtient 25 100 euros. Exactement d'ailleurs ce qu'on a dans le tableau, mais ne trichons pas. Pour location, pour la partie location, c'est 425 euros par mois. Donc c'est 425, 36 fois, vu que c'est sur 36 mois. Donc 425 multiplié par 36, on tombe sur 15 300 euros. Donc quelle est l'économie que l'on a fait? Ben, on fait 25 100 moins 15 300. Et on obtient, je vais vous le dire, moins 15 300, on obtient 9 800 euros d'économie. Et ça y est, vous avez la réponse du petit. Petit 3, il faut, afin de comparer les dépenses correspondantes à ces options, le client a réalisé le tableau suivant à l'aide d'un tableur. Quelle formule doit-elle saisir dans la cellule B3, qui, étendue jusqu'à la cellule F3, permet de compléter le tableau? Alors, ici, déjà, avant de réfléchir en termes de Excel, ou en tout cas d'Open ou d'OpenCalc, c'est-à-dire en version tableur, il faut déjà réfléchir à quel est le calcul que on devrait faire normalement. Alors ici, pour l'option location, il faut faire 425 euros par mois. Là, on est sur le B, donc on est sur 12 mois. Donc là, ici, on ferait 425 multiplié par 12. Voilà, voilà ce qu'on ferait hein, pour trouver le prix. Maintenant, il faut obligatoirement que un des éléments, plusieurs, soit remplacé pas par il faut que ça soit remplacé par une cellule et pas une valeur. 425, est-ce qu'on on l'a quelque part dans le tableur? Non. Donc 425, je peux le remplacer. 12, est-ce qu'on l'a? Oui. 12, c'est la cellule B1. Donc ici, au lieu de mettre 12, on va mettre B1. Et donc, on va faire 425 fois B1. Si vous mettez juste 425 fois B1, le tableur va renvoyer 425 fois B1. Il va pas comprendre qu'il faut calculer. Pour que le tableur comprenne qu'il faut calculer, il faut mettre un égal juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette cellule B3? Il faut mettre égal, toujours commencer par égal, sinon le tableur ne va pas calculer, 425 fois B1. Et ça y est, il va calculer directement. Et puis après, vous pourrez cliquer sur cette cellule et l'étendre jusqu'à la cellule F3. Et le tableur va faire pour la colonne C 425 fois C1, pour la colonne D 425 fois D1, et ainsi de suite. Pour la partie B, on souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note x la durée écoulée en mois depuis la livraison
de la voiture. La fonction G permettant de calculer la dépense correspondant à l'option location, on peut s'écrire sous la forme G de X est égal à 425X, qui est une fonction linéaire, je le rappelle. Oui, c'est normal. Si j'ai X qui symbolise le nombre de mois, vu que c'est 425 euros par mois, si j'ai X mois, on fait 425 fois X, donc 425X. Il faut déterminer l'expression de f de x pour l'option d'achat. Donc je rappelle que c'est 23 300 euros plus... non, n'importe quoi, c'est pas ça. Désolé, c'est 22 400 euros. Je le mets ici, comme ça je le vois en même temps. Donc c'est 22 400 euros plus 75 euros par mois. Et si j'ai X mois, je fais 75 fois X. Donc, c'est-à-dire 75X. Donc, c'est 22 400 plus 75X. Dans une fonction, et même une expression littérale, on mettra plutôt le terme en X en premier. Donc, c'est 75X plus 22 400, l'expression. Hein, donc, ça, c'est ma fonction f de X. Voilà. Sur le graphique de la page suivante, donc ici, on a tracé les courbes, pardon, je le mets comme ça parce qu'on va en avoir besoin, CF et CG, par lecture graphique déterminer à partir de combien de mois l'option achat est plus avantageuse. Alors déjà, il y a une fonction affine, une fonction linéaire. La fonction G, c'est bien une fonction linéaire parce que sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. CF, cette représentation graphique, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc celle-là, elle est affine. Donc celle-là, elle est affine, et donc celle-là, elle est linéaire. On a dit que la linéaire, c'était euh, avec, euh, avec la location, hein, on l'avait dit pour G. Donc ici, de toute façon, il y a marqué CGCF. Bon, bref, c'est vrai que c'était pas demandé. À partir de combien? Ben, du coup, c'est ici, hein, qu'on détermine, qu'on a le point, c'est-à-dire à partir de là, prendre l'option achat, c'est plus avantageux. Donc, c'est à partir de quand? Ben, du coup, je regarde ici l'abscisse de ce point et je suis ici. Alors maintenant, de combien en combien c'est gradué? Alors c'est pas de 1 à 1 parce que sinon on aurait 61, 62, 63, 64, 65. Je tente de 2 en 2. 60, 62, 64, 66, 68, 70, c'est bon. Donc on est bien de 2 en 2. Donc on est à 64 mois ici. Donc au bout de 64 mois, donc c'est-à-dire si on est à 65 mois, 66 mois, il vaut mieux prendre l'option A. Voilà. L'option A. L'option achat. Excusez-moi. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à toutes les questions. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!